Un nouveau système inconnu des pilotes, causant de graves problèmes de sécurité une fois activé. Cela vous paraît-il familier? Eh bien, le problème est que nous ne parlons pas ici de MCAS, mais d'un nouveau système qui s'est déjà activé au moins 2 fois, avec des résultats très effrayants. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. En déviation de ma manière habituelle de travailler, je réalise maintenant cette vidéo pour souligner ce danger avant qu'il ne se passe un incident majeur. Et j'espère obtenir votre aide pour que les régulateurs interviennent. Je tiens également à souligner que bien qu'aucune des informations que je m'apprête à expliquer dans cette vidéo ne soit contestée, le régulateur est actuellement en désaccord avec ma conclusion. Et je vous laisse décider qui a raison ou tort ici. Restez à l'écoute. Lorsque j'ai travaillé sur mes vidéos concernant les terribles accidents du Boeing 737 MAX il y a quelques mois, j'ai été frappé par la tristesse de la situation. Mais le problème avec le MCAS n'a pas été correctement compris par les pilotes et les régulateurs déjà après le premier crash. Si cela avait été le cas, alors peut-être que le second accident aurait pu être évité. J'ai donc décidé que si je tombais un jour sur quelque chose de similaire, j'utiliserais ma portée sur les réseaux sociaux pour essayer d'informer la communauté des pilotes dès que je le pourrais. Mais en même temps, je pensais que cela n'arriverait évidemment jamais à nouveau parce que, vous savez, mon industrie a appris des leçons difficiles qu'elle a reçues. Donc, tous les systèmes doivent sûrement être bien compris, évalués et expliqués à présent, n'est-ce pas? Eh bien, je vous laisserai en juger par vous-même. Maintenant, je vais raconter cette histoire dans le contexte de 2 incidents distincts qui se sont produits en 2023. Mais comme cette vidéo est réalisée dans un effort préventif, plutôt que d'apprendre de quelque chose d'horrible qui s'est déjà produit. Je n'ai accès qu'à des informations très limitées sur le premier incident et seulement au rapport préliminaire du second. Mais il est vraiment important de souligner que ce qui s'est passé sur ces vols est déjà décrit dans le rapport intérimaire du National Transportation Safety Board ainsi que dans certaines informations divulguées par la FAA. Et nous n'avons rien trouvé qui conteste la manière dont les systèmes associés ont fonctionné, ni les effets qu'ils ont eus. Donc, la seule chose qui est vraiment en question ici est de savoir comment la FAA et par extension l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a décidé de réagir à cela. Le 5 mars 2023, un Boeing 737 MAX 8 presque neuf de Southwest Airlines se préparait à effectuer un vol de La Havane, Cuba, à Fort Lauderdale, en Floride. Un vol normal, d'après ce que nous pouvons dire. Je dis cela car, comme mentionné, nous n'avons pas encore de rapport complet à ce sujet. Mais ce que nous savons, c'est que l'appareil transportait 147 passagers, 2 pilotes et 4 membres d'équipage de cabine. Les 2 pilotes se sont alignés normalement sur la piste 06 vers 16h30. L'après-midi, ils ont accéléré sur la piste. On ne sait pas lequel des 2 pilotes était aux commandes, mais ce n'est pas essentiel pour cette histoire. Mais ce que nous savons, c'est que le décollage s'est déroulé normalement au début, le train d'atterrissage rentré après rotation et l'avion suivant sa route de départ dégagée. Mais alors qu'il montait à environ 800 pieds, il a soudainement ingéré un énorme vautour dans son moteur droit et a également heurté un autre juste au-dessus du nez de l'avion. Les collisions d'oiseaux font désormais partie du quotidien des pilotes de ligne. Pendant les mois de migration les plus chargés, je subis généralement une collision avec un oiseau sous une forme ou une autre presque chaque semaine. Mais il est assez rare que nous heurtions des oiseaux de cette taille et qu'ils soient ingérés dans les moteurs. La taille de l'oiseau a été estimée plus tard entre 1,2 et 2 kg, soit 3 à 4 livres, ce qui correspondait aux exigences de certification de 4 livres du CFM LEP 1 Bravo équipant le 737 MAX. Dans tous les cas, cet oiseau a causé des dommages immédiats et graves au réacteur du moteur numéro 2, cassant en fait une pale de réacteur entière et endommageant également plusieurs autres. Mais le moteur a fait ce qu'il était censé faire et a contenu les éclats de ces pales à l'intérieur de l'enceinte. Et il a également continué à fonctionner initialement, ce qui a provoqué un déséquilibre dans le réacteur et donc de fortes vibrations. Rappelez-vous que les pilotes ont immédiatement réalisé qu'ils avaient subi un certain type de dommage à leur moteur. Ils ont donc isolé la panne, identifié le moteur numéro 2 comme défectueux et exécuté les procédures pour sécuriser le moteur en feu et gravement endommagé. Selon nos informations, l'alarme d'incendie du moteur droit s'est aussi déclenchée à ce moment-là.
Face à cette situation, les pilotes ont rapidement lancé un Mayday au contrôleur de Cuba, expliquant le problème et demandant des vecteurs de retour pour un possible atterrissage d'urgence. Encore une fois, les détails sont assez rares pour le moment. Mais pendant que les pilotes géraient cela, une épaisse fumée blanche âcre pénétrait rapidement dans la cabine des passagers par les bouches d'air conditionnées et les montants. Les photos du vol montrent une visibilité de seulement quelques rangées de sièges dans la cabine. Et cette fumée est également entrée dans le cockpit, bien que de manière beaucoup moins dense. Encore une fois, il n'est pas très rare que de mauvaises odeurs pénètrent dans la cabine après un impact d'oiseau sur le moteur. En général, cela sent comme si vous cuisiniez un poulet pendant plusieurs minutes si un oiseau a été ingéré dans le cœur du moteur. Mais c'était très différent. Cette fumée était blanche et, comme je l'ai mentionné, âcre en odeur, et elle a rapidement commencé à irriter la gorge et les yeux des passagers et de l'équipage à bord. Maintenant, les pilotes ont rapidement parcouru leur liste de contrôles associés et une fois terminés, ils ont exécuté une approche à un seul moteur réussi sur la piste 06, la même piste d'où ils venaient de décoller. Une fois l'avion immobilisé sur la voie de circulation près de la piste, les deux pilotes ont décidé d'évacuer immédiatement l'avion car la cabine était à ce moment-là toujours remplie de fumée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessures graves dans cet incident, bien que certains passagers aient eu besoin de soins médicaux par la suite pour des problèmes respiratoires. Les nouvelles de l'incident ont vite atteint la FAA et la National Transportation Safety Board, déclenchant une enquête annexe 13. Mais peut-être qu'il n'a pas été fortement priorisé parmi les centaines d'autres rapports de collision avec des oiseaux qui arrivent chaque jour, je ne sais pas. Ce que nous savons, c'est qu'au début, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il s'avérerait bientôt que ce n'était pas qu'une simple collision avec un oiseau. Avançons jusqu'au 20 décembre 2023, environ 9 mois après le premier événement. Ce jour-là, un autre équipage de Southwest Airlines se préparait pour le vol 554 de l'aéroport international de la Nouvelle-Orléans à Tampa, en Floride. Encore une fois, l'avion utilisé était un Boeing 737 MAX 8 assez récent. Et comme il s'avère, le fait qu'il s'agissait d'un MAX va être important ici. Mais je tiens à souligner ici que le MAX n'est pas le seul avion affecté par ce que je m'apprête à vous dire. La préparation du vol s'est déroulée normalement, avec de bonnes conditions météo prévues sur tout le trajet. À l'aéroport, il y avait seulement quelques vents légers venant d'une direction nord-est, quelques nuages et une température de 16 degrés Celsius. Une excellente journée pour voler. En d'autres termes, puisque nous n'avons accès qu'aux rapports préliminaires, nous ne connaissons pas le niveau d'expérience des pilotes et de l'équipage sur ce vol. Mais nous savons qu'il y avait 133 passagers et 6 membres d'équipage à bord, et que le commandant de bord allait opérer en tant que pilote en fonction sur cette partie particulière du trajet. Une fois l'embarquement et le pré-vol terminés, les deux pilotes ont complété leur checklist avant démarrage. Ils ont ensuite demandé le pushback et le démarrage au contrôleur aérien au sol de la Nouvelle-Orléans. Après avoir démarré leur moteur, ce qui prend beaucoup de temps sur le MAX, le vol 554 de Southwest Airlines a bientôt commencé à rouler vers la piste 11 pour le départ. La checklist pré-décollage et les procédures associées ont été effectuées conformément aux procédures standards et à 14h14, l'avion a reçu l'autorisation de décoller et le commandant a avancé les manettes des gaz. Cela a accéléré les deux gigantesques moteurs Leap 1 Bravo d'abord à 40% pour les stabiliser de manière égale. Puis, une fois qu'il a appuyé sur Toga à 83%, qui est le réglage de poussée de décollage calculé. Maintenant, avant de continuer beaucoup plus loin ici, je veux parler un peu plus de ces moteurs, car ils occuperont une place très critique dans cette histoire. Comme la plupart d'entre vous le savent, le Boeing 737 MAX est nettement plus économe en carburant que son prédécesseur, le 737 Next Generation. Maintenant, certains de ces gains proviennent d'améliorations aérodynamiques sous forme de meilleurs winglets et d'un échappement Auxiliary Power Unit plus rond, mais la grande majorité provient des fantastiques moteurs CFM Leap 1 Bravo. Dans mes vidéos sur les accidents du MAX, j'ai souligné le genre de prouesse d'ingénierie que Boeing a dû réaliser pour adapter ses moteurs nettement plus grands sous l'aile du 737. Mais même si j'en ai parlé, une chose sur laquelle je n'ai pas beaucoup détaillé était le réacteur de ces moteurs. Le principe du moteur à réaction est resté relativement inchangé au fil des décennies. Mais ce qui est devenu abondamment clair, c'est qu'un réacteur plus grand à l'avant du moteur peut déplacer un volume d'air plus important vers l'arrière qu'un réacteur plus petit.
Et comme il est plus économique de déplacer un volume d'air plus important, plus lentement vers l'arrière que d'accélérer un volume plus petit pour obtenir la même poussée, un réacteur plus grand est évidemment meilleur. Mais ce n'est pas seulement le diamètre du réacteur qui est important pour cela, c'est aussi la taille et le nombre de pales du réacteur. Si vous regardez un CFM56 de l'ancien Next Generation et un LEAP One Bravo de face, vous remarquerez que le LEAP a moins de pales de réacteur, mais elles sont plus larges, ce qui contribue à l'augmentation globale de l'efficacité. Mais cela apporte aussi un problème. Des pales de réacteurs individuelles plus grandes signifient un déséquilibre potentiel plus important si une pale devait échouer pour une raison quelconque. Et ce déséquilibre rotatif pourrait alors causer d'énormes charges sur les arbres de roulement, les supports et même le cadre du réacteur et le pylône qui maintient le moteur en place. En d'autres termes, ces vibrations, si elles ne sont pas contrôlées, pourraient causer d'autres dommages sérieux. Maintenant, il y avait quelques moyens d'atténuer ce problème. Une solution serait de renforcer les composants affectés en les consolidant. Mais cela ajouterait beaucoup de poids indésirable au moteur, ce qui réduirait son efficacité globale. L'autre solution était de créer un nouveau système qui pourrait s'activer en cas de déséquilibre et réduire d'une manière ou d'une autre les vibrations globales causées. Alors, comment cela pourrait-il être fait? Eh bien, si le rotor du réacteur était centré en position à l'aide de composants structurellement affaiblis, alors si des vibrations suffisamment fortes étaient rencontrées, ces composants pourraient se briser et permettre au rotor du réacteur de se déplacer dans un cercle plus grand et de trouver un nouveau centre. Et cela réduirait les charges immédiates transmises au reste de la structure. C'était une solution très intelligente qui a permis de grandes économies de poids et elle a été nommée le Load Reduction Device ou le dispositif de réduction de charge. Maintenant, le Load Reduction Device a été conçu pour fonctionner complètement indépendamment de toute intervention du pilote, aidant essentiellement les pilotes en cas de dommages graves. Il n'a donc pas été décrit dans aucun manuel de pilote. Mais il s'avère qu'il y avait une caractéristique de ce dispositif de réduction de charge qui était initialement très mal comprise et dont la connaissance aurait été très appréciée par les pilotes américains qui pilotent réellement le MAX. Vous voyez, l'activation du dispositif de réduction de charge signifiait également que le carter d'huile A s'ouvrirait par la création d'un espace entre la bride du support de roulement arrière 1 et 2 et le cadre du réacteur. Dans le cas où le dispositif de réduction de charge est activé, la plupart de l'huile du moteur serait presque instantanément libérée dans le flux d'air du moteur et donc dans le noyau en amont des étages du compresseur du moteur. Cela peut ne pas sembler si grave, car le moteur aurait déjà échoué et n'aurait pas besoin de son huile de toute façon. Mais c'est là que nous arrivons au prochain détail technique, le système de climatisation. Maintenant, avant de continuer, je tiens à préciser ici que ce système LRD n'est pas unique au moteur du 737 MAX LEAP 1B. Il est également utilisé dans le LEAP 1 Alpha installé sur la plupart des Airbus A320neo ainsi que sur les moteurs des Boeing 777 et 787 et possiblement d'autres moteurs modernes. Mais, au moins pour le 787, il ne serait pas accompagné des mêmes effets que je vais décrire, et je ne suis pas tout à fait clair sur les effets qu'il aura dans l'Airbus ou le Boeing 777 non plus, puisque ces événements se produisent tous deux sur le 737 MAX. Et dans le MAX, le design du système de climatisation rend cette fonctionnalité très pertinente, comme nous le verrons sous peu. Revenons au jet Southwest, qui accélérait maintenant sur la piste à la Nouvelle-Orléans. Le décollage s'est d'abord déroulé sans incident. Et après la rotation, le commandant de bord a demandé au copilote de rentrer le train d'atterrissage et tout a ensuite continué tout à fait normalement, jusqu'à une altitude d'environ 800 pieds où le commandant de bord a crié « Oiseau » en voyant quelque chose de noir passer rapidement par sa fenêtre gauche. En quelques instants, les pilotes ont ensuite entendu un choc, suivi de vibrations sévères, une perte totale de confiance envers le moteur numéro 1. Ainsi qu'une cloche d'incendie, une alarme principale et l'illumination de la poignée du côté gauche. Le commandant de bord a instinctivement poussé à droite plutôt pour contrer le lacet, puis a demandé les listes de contrôle pour les incendies de moteur, les dommages graves ou la rupture à partir de la carte de référence rapide. Mais dès que le copilote a commencé à exécuter ces éléments, une intense fumée blanche âcre a rapidement commencé à remplir le cockpit. Il a rapporté plus tard qu'en quelques secondes, il pouvait à peine voir le commandant de bord sur le siège de gauche, le poussant à crier immédiatement « Masque !»
Après quelques secondes, les deux pilotes ont alors sorti leurs masques de leur boîte de rangement et les ont rapidement enfilés. Désormais, les masques à oxygène du cockpit sont conçus pour être enfilés d'une seule main. Pour ce faire, nous saisissons la poignée rouge et sortons le masque de la boîte en serrant la poignée, ce qui gonfle l'arrière du masque. Ainsi, il se dilate et facilite sa mise en place sur notre tête. Lorsque la poignée est relâchée, le masque se contracte et se scelle fermement sur le visage. Ensuite, nous pouvons choisir les paramètres qui sont normal, qui mélange l'air extérieur et l'oxygène, 100% qui fournit 100% d'oxygène à la demande, et urgence, qui donne 100% d'oxygène sous pression positive. Quelque chose de bien s'il y a une présence de fumée ou de vapeur. Ces masques sont efficaces pour leur usage prévu. Mais même s'ils peuvent être ajustés avec une seule main, la réalité est que les pilotes auraient d'abord dû retirer leur casque, puis mettre le masque, et enfin remettre leur casque. Tout en dépendant potentiellement aussi du type de masque, ayant à changer le contrôle audio pour masquer afin de pouvoir communiquer. Et cela, surtout pour remettre le casque, est quelque chose qui nécessite généralement deux mains pour être fait correctement. Et avec des accessoires comme des lunettes, cela peut se compliquer davantage. Retenez bien cela, ce sera crucial par la suite. Dans tous les cas, les deux pilotes avaient rapidement mis leur masque et établi les communications. Le copilote pouvait alors poursuivre la checklist. Mais voici le prochain problème. Vous voyez, la fumée était maintenant si épaisse que le commandant de bord pouvait à peine distinguer son collègue dans le siège de droite, ni ses instruments sur les écrans devant lui. Il s'est donc rapidement retrouvé à regarder son affichage tête haute, car c'était la seule chose qu'il pouvait voir clairement. Les affichages tête haute ne sont pas installés de série sur le Max et sont rarement disponibles dans le siège de droite, même en option. Alors, que se passait-il ici? Eh bien, il s'avère que l'avion avait percuté un énorme aigle à tête blanche femelle qui avait une fois de plus gravement endommagé les pales du réacteur, cette fois-ci sur le moteur de gauche. Cela avait alors provoqué les fortes vibrations que les pilotes avaient ressenties, et cela avait également, pour la deuxième fois en 9 mois, activé le LRD qui avait ensuite réduit les vibrations. Mais il avait aussi commencé à déverser de l'huile directement dans le cœur du moteur. Et c'est ici que le système de climatisation et de pressurisation entre en jeu. Ainsi, les passagers et l'équipage peuvent respirer normalement sans masque à oxygène. Lorsque nous volons à haute altitude, il faut augmenter la pression dans la cabine de manière artificielle. La façon dont nous le faisons traditionnellement est à l'aide de quelque chose connu sous le nom de Bleed Air System, qui provient des moteurs. On l'appelle air de purge parce que nous évacuons effectivement une partie de la pression du compresseur du moteur. Cet air de purge est ensuite utilisé pour dégivrer le moteur et les ailes, pressuriser les réservoirs d'eau et hydraulique, mais surtout, comme mentionné, pour la climatisation et la pressurisation. Deux dispositifs appelés packs de climatisation permettent de refroidir l'air, d'éliminer une partie de l'humidité et de contrôler la température. Je sais que cela peut sembler un peu étrange, que nous prenions de l'air de l'intérieur des moteurs pour respirer. Mais souvenez-vous que dans des circonstances normales, cet air est siphonné avant les chambres de combustion, ce qui signifie que l'air est complètement propre. Maintenant, ce système d'air de purge vole aussi en réalité un peu de poussée au moteur, ce qui signifie qu'il n'est pas super efficace. C'est pourquoi le Boeing 787 utilise des compresseurs électriques à la place. Mais dans l'ensemble, c'est une solution très courante et pratique que la plupart des avions utilisent encore sur le Boeing 737 de la génération classique au Next Generation et maintenant sur le Max. Ce système de pressurisation a été divisé en deux sites différents. L'air du moteur droit alimente principalement la cabine des passagers et, dans une moindre mesure, le cockpit. Et le moteur gauche fournit principalement de l'air prélevé au cockpit. Le moteur gauche fournit clairement plus d'air que nécessaire pour le cockpit. Donc, une partie va également dans quelque chose connu sous le nom de collecteur de mélange et est ensuite distribuée dans la cabine également. Mais le taux de ventilation est nettement plus élevé dans le cockpit que dans le reste de la cabine. Maintenant, ce système comprend divers clapets de non-retour conçus pour déclencher le système si une surpression ou une condition de surchauffe est détectée. Et l'un de ces capteurs est appelé Pressure Regulating Shut-Off Valve, ou vanne de coupure de régulation de pression qui est déclenchée pour se fermer si le RPM du noyau, également connu sous le nom de N2, tombe en dessous de 62.
et cela arrêterait alors tout l'air de purge provenant de ce moteur affecté. À la lumière de ces éléments, commencez-vous à percevoir le problème dans cette situation? Après que la collision aviaire a déclenché le dispositif de décharge, environ 13 litres d'huile moteur se sont déversés dans le compresseur. Une fois à l'intérieur, il a ensuite été chauffé par la compression et essentiellement carbureté en un fin aérosol qui a ensuite été aspiré dans le système de climatisation au 4e et au 10e étage du compresseur. Ces particules d'huile ont ensuite été poussées à travers le pack de climatisation puis directement dans le cockpit où elles sont apparues sous forme d'une épaisse fumée blanche âcre. Les analyses toxicologiques de la fumée ont montré plus tard qu'elle contenait des niveaux élevés de formaldéhyde et d'acryline. En fait, les niveaux pourraient atteindre des seuils potentiellement mortels en 39 secondes dans ce scénario. C'est donc ce qui s'était passé à bord du vol 554. Depuis que l'Aigle avait frappé le moteur gauche, c'est maintenant le cockpit qui était rempli de fumée. Lors de l'événement précédent à Cuba, c'était le moteur droit d'où la fumée était principalement entrée dans la cabine des passagers. Dans ce cas, l'analyse toxicologique a montré que, en raison du volume beaucoup plus grand dans la cabine des passagers, la concentration de toxines n'a pas pu atteindre des niveaux létaux. Cela pourrait néanmoins être très inconfortable et risqué pour les personnes ayant des conditions préexistantes. Je veux également mentionner ici que le fait de laisser tomber le masque à oxygène des passagers n'aiderait pas dans ce scénario, car ils ne sont pas scellés et fonctionnent en mélangeant l'oxygène généré avec l'air ambiant, donc la fumée serait inhalée de toute façon. Je dis cela parce que lors de l'événement à Cuba, les passagers auraient prétendument ouvert de force les panneaux de masque à oxygène pour sortir les masques, ce qui, comme je l'ai expliqué, n'aurait pas aidé. Quoi qu'il en soit, les pilotes du vol 554 avaient maintenant mis leur masque à oxygène, leur permettant de respirer en toute sécurité. Mais la visibilité restait une grande préoccupation. Le copilote a poursuivi la lecture de la checklist, atteignant rapidement l'étape de la poignée d'incendie pour confirmer la procédure de traction du moteur. Une fois la poignée tirée, la fumée a commencé à se dissiper, améliorant la visibilité. Comme l'air était maintenant fourni par le bon moteur droit à la place, maintenant, le moteur gauche avait réellement échoué correctement ici, ce qui signifiait que le RPM du noyau avait chuté en dessous de 62%. Environ 16 secondes après que l'Aigle ait frappé, et cela avait déjà fermé le PRSOV. Donc, au moment où le copilote a tiré la poignée d'incendie, presque 2 minutes et demie s'étaient écoulées, ce qui signifiait que la fumée avait probablement déjà commencé à s'améliorer avant que la poignée ne soit tirée. Mais cela signifiait aussi que la fumée aurait pu empirer si le moteur avait continué à fonctionner, comme lors de l'incident à Cuba. Maintenant, une fois que les éléments de référence ont été complétés et que les pilotes ont estimé qu'ils avaient la situation plus sous contrôle, ils ont déclaré une urgence aux contrôleurs aériens. Les enregistrements ont également montré qu'ils ont demandé aux contrôleurs de sortir tous les véhicules de secours qu'ils avaient pour les aider alors qu'ils se préparaient pour l'atterrissage. Le commandant a informé les passagers qu'ils retournaient à l'aéroport et qu'ils verraient des camions de pompiers après l'atterrissage. Et c'est toujours une bonne chose à faire, car cette vue pourrait autrement causer une inquiétude supplémentaire aux passagers nerveux. Selon les informations limitées du rapport, il semble que les pilotes et l'équipage de cabine aient excellé malgré les circonstances. Les pilotes ont finalement terminé leur checklist, ont préparé l'approche, puis ont effectué une approche visuelle réussie à un seul moteur vers la Nouvelle-Orléans sans aucun autre problème. Maintenant, piloter une approche visuelle avec des masques n'est pas aussi facile que cela en a l'air car le masque limite sévèrement la vision périphérique, mais c'est aussi un moyen plus rapide de descendre au sol. Je comprends parfaitement leur motivation. Après l'atterrissage, la visibilité dans le cockpit s'était améliorée, permettant à l'équipage de trouver la porte et de débarquer. Normalement, ce qui est un résultat très positif de cet événement. En d'autres termes, mais personnellement, je serais très intéressé d'entendre si ces premières secondes d'inhalation de cette fumée dangereuse ont eu des effets sur la santé à long terme pour les pilotes. Espérons que nous en apprendrons plus à ce sujet dans le rapport final du National Transportation Safety Board et j'espère vraiment qu'ils vont bien. Mais maintenant, nous arrivons à un point où cette saga prend un tournant très étrange et, à mon avis, potentiellement dangereux. Initialement, rien ne s'est produit. Cependant, environ 10 mois après, la FAA a également ouvert une enquête sur le sujet.
À ce moment-là, Boeing avait déjà publié un bulletin expliquant le système LRD aux pilotes et leur disant que toute panne de moteur avec de la fumée devrait être traitée comme un dommage grave. Le bulletin soulignait que les éléments à mémoriser devaient être effectués de façon méthodique mais rapide, y compris le port du masque si nécessaire. Il expliquait aussi la meilleure séquence de vérification à utiliser dans ce cas et d'autres éléments. Mais cela n'a pas changé de procédure, confirmant essentiellement les procédures déjà enseignées aux pilotes. Maintenant, la FAA semblait initialement aussi avoir été sur le cas, et une équipe d'enquête a été envoyée pour approfondir ces incidents. Ils s'en sont rapidement aperçus. Ce système LRD, qui était déjà certifié et comme je l'ai mentionné, présent sur plusieurs types d'avions différents, avait cet effet secondaire très malheureux de déverser de l'huile de moteur directement dans le compresseur. Les enquêteurs étaient préoccupés par l'impact potentiel de leur découverte. Surtout sur le MAX où une activation du côté gauche pourrait remplir le cockpit de fumée toxique en quelques secondes seulement. En octobre 2024, 10 mois après le dernier événement connu, selon des articles dans le Seattle Times, les enquêteurs ont produit un document interne où ils ont décrit le problème et les effets catastrophiques qu'il pourrait potentiellement avoir. Ils ont également détaillé 6 différentes recommandations sur comment gérer ce problème, et ces recommandations se lisent comme suit. En raison du risque catastrophique potentiel lié à une activation LRD du moteur numéro 1, qui peut rapidement exposer le cockpit à de fortes concentrations d'aérosols chimiques potentiellement mortels durant la phase critique du vol, nous proposons la stratégie d'atténuation suivante à être exigée par la directive d'urgence sur la navigabilité jusqu'à ce qu'une solution permanente soit mise en œuvre. Premièrement, tous les avions Boeing 737 MAX doivent effectuer les décollages avec le pack 1 éteint. Si le pack 2 est disponible, le pack 2 peut pressuriser adéquatement l'avion et maintenir les niveaux de température dans la cabine. Maintenant, si le pack 2 n'est pas disponible, alors le Auxiliary Power Unit bleed peut fournir de l'air conditionné et de la pressurisation. Si le pack 2 et l'air de l'Auxiliary Power Unit bleed ne sont pas disponibles, eh bien, alors l'avion n'est pas autorisé à voler. Si cette procédure est utilisée, le pack 1 peut être sélectionné après avoir atteint l'altitude d'accélération ou 3000 pieds au-dessus du sol, selon la plus élevée. L'approche la plus prudente est d'effectuer les décollages dans le Boeing 737 MAX avec les 2 packs éteints et l'Auxiliary Power Unit bleed assurant la climatisation et la pressurisation. Donc, c'était le tout premier point, et tout cela signifiait essentiellement que l'avion devrait être préparé pour une éventuelle collision avec un oiseau ou équivalent. En s'assurant que si cela se produisait et que le LRD s'activait, la fumée ne pourrait pas remplir le cockpit et aggraver une situation déjà mauvaise de plusieurs magnitudes. Certes, cette recommandation causerait quelques tracas aux pilotes de MAX, mais je peux personnellement garantir que nous préférons cela au risque de vivre le scénario que je viens de vous raconter. La deuxième recommandation stipulait qu'à un intervalle de temps acceptable pour l'administrateur, il devrait demander un changement dans la conception qui pourrait détecter l'impulsion immédiate d'un impact d'oiseau ou d'un événement de perte de pale de réacteur et fermer automatiquement la PRSOV du moteur affecté ou déclencher le pack associé. Ce nouveau design ne devrait pas seulement se fier à la réduction de la vitesse du noyau N2, mais plutôt à l'impulsion immédiate pour s'assurer que la PRSOV soit fermée le plus rapidement possible. D'après les informations recueillies, cette correction pourrait être effectuée par un changement de logiciel, ne nécessitant probablement pas de mise à jour matérielle. Le troisième point a souligné la nécessité d'examiner toutes les nouvelles fonctionnalités de conception sur le Boeing 737 MAX et de vérifier qu'ils sont bien présentés et expliqués dans les manuels du pilote. Encore une fois, il y avait à bord un système, le LRD, dont l'existence, l'activation et l'effet opérationnel n'étaient pas expliqués aux pilotes dans leur manuel, similaire à ce qui s'était passé dans le cas du MCAS. La quatrième recommandation a simplement souligné le fait que le bulletin initial de Boeing était incorrectement rédigé depuis. Il indiquait qu'ils cherchaient toujours pourquoi la fuite d'huile s'était produite, alors que leur propre présentation expliquait clairement que c'était une conséquence attendue de l'activation du LRD, non pas la fumée dans le cockpit, mais la fuite d'huile. La cinquième recommandation préconisait le remplacement des masques à oxygène du cockpit par un modèle unique intégrant masque et lunettes. Et c'est parce qu'environ 15% de la flotte MAX mondiale utilise encore un masque qui nécessite des lunettes séparées. Cela impliquerait une exposition oculaire prolongée à la fumée irritante et toxique.
Et enfin, la 6e recommandation exigeait que Boeing réévalue la probabilité d'une activation LRD, comme il l'avait déclaré lors de la certification qu'il s'attendait à un maximum d'un événement par an, mais ces 2 événements s'étaient produits à 9 mois d'intervalle. Ce qui pourrait être un coup de chance, mais pourrait aussi ne pas l'être. Du point de vue d'un pilote, toutes ces recommandations étaient très raisonnables et pertinentes. S'il y a une chose que nous devrions tous avoir appris des accidents du 737 MAX, c'est qu'il vaut mieux prévenir le risque que de supposer que les pilotes réagiront d'une certaine manière et de simplement les informer par le biais d'un bulletin. Alors, que pensez-vous que la FAA a fait ici? Eh bien, quoi qu'il en soit, cela n'a certainement pas ajouté d'action pour remédier à cette situation. En fait, la seule raison pour laquelle nous connaissons les recommandations de ces enquêteurs est parce que leur note interne a été divulguée à la presse et ensuite publiée par Bloomberg et le Seattle Times, entre autres. Selon les informations de ces enquêteurs, la FAA aurait convoqué un comité d'examen des actions correctives. Et lors de cet examen, ils ont décidé qu'aucune recommandation ou directive d'urgence sur la navigabilité n'était nécessaire à ce moment-là. Des rapports non confirmés indiquent également que l'enquêteur principal qui avait émis ces recommandations a également été soudainement retiré de ces enquêtes. Maintenant, le Bureau national de la sécurité des transports travaille désormais sur sa propre enquête sur ces incidents. C'est sur cette base que je construis l'essentiel de cette histoire. Et ils pourraient finalement venir avec leurs propres recommandations, ce que j'espère certainement qu'ils feront. Mais cela n'aide en rien le fait qu'il semble y avoir quelque chose de très problématique ici. J'ai contacté la FAA pour demander leur version de l'histoire et comment leur CARB en est venu à la conclusion que cela ne constituait pas un risque suffisamment grand pour agir. Et je viens de recevoir cette réponse, plus une promesse d'appel qui ne s'est jamais concrétisée. Voici donc la déclaration. La FAA a tenu un comité d'examen des actions correctives, CARB, le 26 novembre 2024 pour discuter du CFM. Des oiseaux ont heurté le moteur LEAP-1 Bravo, causant de la fumée dans les Boeing 737 MAX. Le CARB a évalué plusieurs recommandations de sécurité interne de la FAA, en se basant sur les données disponibles. Le CARB a déterminé que le problème ne justifie pas une action immédiate et la FAA suivra son processus de réglementation standard pour y faire face. La FAA a émis une notification de maintien de la navigabilité à la communauté internationale CANIC concernant de nouvelles informations que Boeing a fournies aux opérateurs d'avions équipés de moteurs LEAP-1 Bravo. Les nouvelles informations guident plus efficacement l'équipage de vol vers les actions appropriées grâce à des instructions améliorées lors d'indications anormales du moteur. Aussi, la FAA continue d'évaluer si ces événements pourraient affecter les moteurs ayant des conceptions structurelles similaires. Comme vous pouvez le voir, cela n'a vraiment répondu à rien et j'ai posé d'autres questions, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai également parlé avec un représentant du fabricant du moteur, qui a été extrêmement utile et a expliqué que le LRD avait fonctionné comme prévu dans ce cas, et qu'ils étaient très satisfaits que le National Transportation Safety Board ait maintenant confirmé dans leur rapport intérimaire qu'ils travaillent avec Boeing pour trouver une solution. Ils souhaitaient également que j'inclue leur déclaration sur ces incidents. Voici ce qu'elle dit. Nous soutenons l'enquête du National Transportation Safety Board et nous continuons à travailler étroitement avec Boeing et les autorités pour tirer des leçons de cet événement. Maintenant, l'EASA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, aurait participé au CARB de la FAA et approuvé leurs conclusions, rendant cette affaire encore plus déconcertante pour moi. Maintenant, c'est pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore horrifiés par cela et qui sont peut-être même d'accord avec l'évaluation de la FAA qu'il n'y a rien d'urgent à voir ici. Permettez-moi de vous emmener dans une séquence d'événements alternatifs, une qui, espérons-le, vous fera comprendre, à vous et à la FAA, pourquoi je réalise cette vidéo. Alors, commençons par examiner un vol complètement fictif avec Butter Airlines, la compagnie aérienne que mon ami Ben et moi utilisons lorsque nous enseignons nos cours virtuels sur le Boeing 737. Voici ce qui arrive. C'est le soir à Salzbourg, en Autriche, lorsque notre équipage fictif roule pour décoller sur la piste 16. Le commandant de bord participe au vol. Toutes les procédures sont complétées, sauf la checklist avant décollage en dessous de la ligne. L'équipage a passé beaucoup de temps à préparer le départ. Devant eux, à droite, se dresse une énorme montagne des contreforts des Alpes. Et un terrain élevé est également présent sur la gauche, où un magnifique château est perché au sommet d'une grande colline.
En raison de ces obstacles, des procédures spéciales sont détaillées dans le briefing pour Salzbourg. En cas de panne de moteur après le décollage, l'équipage doit se rappeler de retarder l'accélération normale et la rentrée des volets. Ils doivent aussi effectuer un léger virage à droite avant de tourner, plus de 180 degrés à gauche afin de maintenir le rayon de virage suffisamment serré pour éviter les montagnes autour d'eux. Le commandant de bord est confiant. Ayant volé ici de nombreuses fois, il maîtrise les procédures. Tout passager de cet aéroport doit suivre une formation sur simulateur pour pratiquer ces procédures. Les pannes moteurs sont de toute façon extrêmement rares. Son collègue, en revanche, est moins confiant. Il n'a volé qu'environ 1000 heures au total, et c'est la première fois qu'il est à Salzbourg pour de vrai après la formation spéciale sur simulateur. Et c'est aussi pourquoi ils ont choisi le commandant de bord comme pilote en fonction pour cette étape. Alors que la nuit tombe, le Boeing 737 MAX 8 se positionne sur la piste, termine la dernière partie de la checklist et reçoit bientôt son autorisation de décollage. Les procédures spéciales incluent une poussée maximale des moteurs, rendant ce décollage excitant. Mais ce que les pilotes ne réalisent pas, c'est que c'est la saison de migration des bernaches du Canada. Et un grand rassemblement est en train de se préparer à atterrir sur le champ herbeux juste à côté de la piste, à environ 2/3 de la distance. Le commandant augmente les niveaux de poussée à 40%, puis le premier officier annonce « Stabilisé ». Toga est poussé et les deux moteurs Bravo rugissent, accélérant rapidement l'avion sur la piste. Le copilote annonce 80 nœuds, à quoi le commandant de bord répond « Vérifié ». L'appel suivant est un appel automatique V1 de l'avion indiquant qu'ils sont maintenant engagés dans le décollage. Mais juste à ce moment-là, deux des dernières bernaches du Canada plongent devant l'avion et sont aspirées dans le moteur gauche. Cela détache immédiatement l'une des pales du réacteur, provoquant de fortes vibrations et l'activation du LRD. Le moteur cesse de fournir de la poussée, obligeant le commandant de bord à pousser la gouverne de direction à droite pour rester sur la piste. Le copilote annonce « Rotation ». La rotation est plus lente que la normale, environ 2 à 2,5 degrés par seconde à cause de la panne. Et juste au moment où le commandant fait cela, une épaisse fumée blanche commence à envahir le cockpit. Le commandant a maintenant un choix à faire, continuer à se concentrer sur la rotation et les premières manœuvres de son avion ou atteindre immédiatement son masque à oxygène. Et il choisit de continuer à voler. Son collègue, le copilote, parvient à mettre son masque à oxygène. Mais cela signifie également qu'une barrière de communication est établie entre les deux pilotes, car établir une communication avec seulement un portant un masque est un peu difficile. La rotation prend environ 7 secondes pour se terminer, mais une fois que l'avion est en l'air, la panne du moteur signifie qu'il faut encore beaucoup de maniements précis pour s'assurer que le contrôle est maintenu. Et nous formons les pilotes à ne rien faire en dessous de 400 pieds, sauf à lever le train d'atterrissage avec un taux de montée positif et à annuler tous les avertissements après 400 pieds. Le pilote en fonction doit demander au pilote surveillant d'énoncer la défaillance. Mais le problème est qu'il faut environ 30 secondes pour atteindre 400 pieds avec ce type de défaillance. Nous ne voulons pas précipiter les choses, car il est vraiment facile de faire des erreurs dans des situations comme celle-ci, et éteindre le mauvais moteur serait véritablement catastrophique. La chose évidente serait que le copilote prenne le contrôle dès que possible, puisqu'il a le masque à oxygène. Mais prendre le contrôle lors d'une panne de moteur à basse altitude n'est pas aussi facile que cela puisse paraître. Et souvenez-vous qu'en fonction de la concentration de fumée, il ne peut même pas voir correctement ses instruments. Le commandant de bord, toussant et les yeux brûlants, se concentre initialement sur son vol, et il lui devient également de plus en plus difficile de voir ses instruments à travers ses larmes et la fumée. Maintenant, vous souvenez-vous combien de temps il a théoriquement fallu pour que les niveaux de formaldéhyde et d'acroléine atteignent des niveaux mortels dans ces événements? Oui, seulement environ 39 secondes, selon ce document divulgué. Donc, lorsque cet avion atteint 400 pieds, 37 secondes se sont déjà écoulées et le commandant de bord commence à s'affaisser dans son siège. Le copilote l'appelle, mais il ne reçoit aucune réponse, donc le copilote prend maintenant le contrôle conformément aux procédures opérationnelles standards. Mais il a du mal à voir l'instrument car il n'a pas d'affichage tête haute. Et devant l'avion, les montagnes se profilent maintenant. Le copilote est seul dans le cockpit rempli de fumée après la panne moteur. Il doit maintenant effectuer une manœuvre très compliquée sans aide IOT en effectuant également les éléments de mémoire pour un dommage grave du moteur afin d'arrêter que la fumée continue de remplir le cockpit. Cela ne semble pas bon.
Maintenant, si vous pensez que j'en fais trop, ce n'est pas le cas. À ma connaissance, aucune compagnie aérienne n'entraîne ses pilotes à gérer une panne grave de moteur, combinée à un événement de fumée en même temps. Et certainement pas avec une incapacité du pilote, en plus de cela. Et toutes ces choses ont été montrées comme des possibilités si cela devait arriver au mauvais moment, au mauvais endroit. Il convient de se souvenir que ces activations se sont déjà produites 2 fois. Le commandant de bord pourrait-il mettre son masque comme dans l'exemple montré? Je parierais sur lui malgré tout. Il se concentre sur le vol pendant la rotation et la montée initiale. Et dans tous les cas, un peut-être n'est tout simplement pas suffisant ici. Alors, sachant tout cela, si vous étiez assis à l'arrière de cet avion en train de décoller de Salzbourg, auriez-vous préféré que ces pilotes aient simplement reçu l'ordre d'éteindre le pack gauche pour éviter tout ce scénario? Oui, le moteur aurait quand même lâché, mais maintenant, ce serait une panne de moteur comme une autre, quelque chose pour laquelle l'équipage aurait été bien formé. De mon point de vue, cela semble être le cas. C'est pourquoi je pose cette question. La FAA, et peut-être aussi l'Agence spatiale américaine, a adopté la position inverse et choisi de simplement ne rien faire en attendant les recommandations du National Transportation Safety Board. Et arriver à ce rapport final peut encore prendre des mois, voire une année. Je ne fais normalement jamais de vidéos comme celle-ci, mais je n'ai jamais rencontré un événement de ce type auparavant. J'ai vraiment essayé de trouver un point faible dans ma logique et pour trouver une raison valable à la décision de la FAA de ne pas émettre une directive de navigabilité temporaire. Mais plus je creuse cette question, plus elle devient étrange. Cela évoque de manière frappante l'accord de gentlemen dans les années 70 qui a mené à l'accident mortel du vol 981 de Turkish Airlines. Et, bien sûr, le récent fiasco du MCAS. Je veux aussi être très clair ici, je ne blâme pas vraiment Boeing ou CFM à ce stade. Le moteur a été certifié avec ce système et il est peu probable que Boeing savait que l'activation aurait cet effet. Et Boeing a également rapidement émis une explication et donné des directives à ses pilotes sur la façon de le gérer. C'est donc finalement le travail de la FAA de s'assurer que des mesures sont prises pour éradiquer les menaces sérieuses. La sécurité par bulletin ne semble pas être très efficace lorsqu'il s'agit de systèmes comme celui-ci. Nous attendons également des informations sur les autres avions qui ont ce système installé. Personne à qui j'ai parlé ne peut dire si l'Airbus A320 Neo serait affecté de la même manière, ou s'il a déjà une sauvegarde logicielle. C'est aussi le cas pour le Boeing 777. De toute façon, peu importe comment je regarde cela, je ne peux pas trouver une seule bonne raison pour que la FAA ait ignoré les recommandations de leurs propres enquêteurs. Si vous êtes américain, je vous suggère de contacter votre député pour leur demander de faire toute la lumière sur cette affaire. La sécurité de mes collègues est ma priorité absolue. Malheureusement, cela ne semble pas être pris en considération actuellement. J'ai contacté CFM, la FAA, Boeing et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne pour obtenir des commentaires à ce sujet et j'attends toujours des réponses de Boeing et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Si j'obtiens quelque chose, je le partagerai sûrement dans l'onglet Communauté. Les informations de cette vidéo proviennent du rapport intérimaire du National Transportation Safety Board et d'un document interne de la FAA qui a fuité, daté du 28 octobre, ainsi que de la présentation de CFM sur le LRD et plusieurs articles auxquels j'ai mis le lien dans la description ci-dessous. Les opinions que j'ai avancées sont les miennes, mais je sais qu'elles sont également largement partagées par plusieurs de mes collègues également. Et je sais aussi que beaucoup d'entre eux n'ont pas pleinement compris l'ampleur du problème lorsqu'ils ont lu le bulletin de Boeing sur le LRD. Espérons donc que cela aidera. Maintenant, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Veuillez regarder ces vidéos ensuite et envisager de rejoindre mon équipe Patreon si vous souhaitez soutenir ce type de travail. Je suis Peter Hernfeld de Montour Pilot. Passez une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.